Leroll, le doyen Nicolas Leroll. Parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci infiniment aux organisateurs du congrès de m'avoir invité pour cette session absolument passionnante depuis un jour et demi. Je suis vraiment très honoré et très impressionné d'être là et j'ai été impressionné tout particulièrement par l'intervention du professeur Guittel, parce que touchant plus particulièrement le monde dans lequel je travaille au quotidien, et donc je la remercie aussi pour son intervention précédente. Donc je vais tenter de vous donner une expérience de terrain, de l'impact organisationnel et humain de la crise du Covid, alors qui n'est pas terminée, donc c'est une expérience qui est en cours, sur la réanimation d'un centre hospitalier universitaire, puisque je suis médecin intensiviste réanimateur, professeur des universités, praticien hospitalier en médecine intensive réanimation. Et puis je vous donnerai quelques aperçus de cet impact sur la faculté de santé, puisque je suis également le doyen de la faculté de santé de l'université d'Angers. Alors, comme j'en ai l'habitude, je vais vous présenter mes liens d'intérêt. Alors, j'ai pas de lien d'intérêt avec les entreprises du médicament et des dispositifs médicaux, ni avec aucune entreprise qui vendrait du leadership ou de la résilience. Je suis réserviste citoyen dans la Marine nationale avec quelques travaux sur l'approche de la mort chez les commandos marines, enfin avec les commandos marines, un partenariat en cours entre la faculté de santé et l'école des fusiliers marins et commando pour la formation des opérateurs premiers secours commando sur lesquels nos étudiants peuvent avoir un petit aperçu, et nous aidons à la formation, à la simulation des formateurs de cette école. Et puis j'ai un travail en cours avec une thèse de la chaire Résilience et Leadership que je vous présenterai un peu à la fin de cette présentation. Et puis, dans le cadre de la conférence des doyens des facultés de médecine, je suis copilote national de la réforme du premier cycle des études de santé et référent d'un projet cadet de santé avec le service de santé des armées qui vise à donner aux étudiants civils en médecine un cursus médico-militaire leur permettant d'être réservistes opérationnels dès la fin de leur cursus. Alors, je viens à mon cœur du sujet pour vous parler de la réanimation. C'est quelque chose sur lequel vous avez vu tous depuis un an et demi maintenant de nombreuses photos, une spécialité qui n'était pas très bien connue et qui maintenant voilà, a fait un peu la une des médias. Pour vous redonner quelques points essentiels de concept sur cette discipline, c'est un univers totalement clos. On n'y rentre pas comme on veut, clos physiquement. C'est un univers qui est sous pression. Vous comprenez bien pourquoi, qui fonctionne 24 heures sur 24, qui a une confrontation permanente avec la mort. Alors, les deux photos que j'ai mises sont issues d'un article que j'avais fait il y a quelques années avec un officier de marine sur l'approche de la mort en comparant celle d'un service de réanimation, la photo de gauche, et celle d'un bâtiment de la Marine nationale, parce qu'on retrouve exactement les mêmes concepts, univers clos, sous pression, la confrontation avec la mort, le 24 heures sur 24, la surcharge d'informations et les décisions irréversibles. Alors, de façon usuelle, hein, de façon hors crise, hein, voilà un aperçu épidémiologique de la réanimation, avec sur cette diapositive sont marqués sur les différentes régions françaises le taux de lits pour 1000 habitants. Pour chaque région, vous voyez que c'est assez disparate, avec des grandes variations. Et puis vous avez en jaune hein, le nombre de séjours pour 1000 lits, et vous voyez que ce nombre de séjours pour 1000 lits colle très bien au nombre de lits. Et en fait, de façon habituelle, alors aucun médecin vous dira qu'il adapte les soins du patient en fonction des moyens, en disant que c'est les moyens qui doivent suivre les besoins des patients. Mais en fait, là, cette diapositive montre que, de façon plus ou moins inconsciente, les médecins adaptent la mission des patients aux moyens, aux ressources qu'ils ont, et ce qui fait que les réanimations ont un taux de remplissage à peu près de 80-90%, quel que soit le nombre de lits par habitant que vous avez. J'ai pas d'avis sur est-ce que c'est bien ou pas bien pour les patients de ce territoire. L'impact sur l'espérance de vie est pas facile à démontrer. Donc voilà notre situation habituelle d'adaptation du nombre de patients qu'on fait rentrer aux capacités. C'est à peu près pareil en reste du monde et de l'Europe, avec des très grandes variations du nombre de lits par habitant. Et puis voilà ce qui est venu faire le Covid. Donc vous avez en bleu la courbe 2019 et puis en violet
la courbe d'admission de patients par jour pour l'année 2020, avec ce pic gigantesque qui est apparu début mars 2020 en France et qui a complètement déconnecté les besoins de réanimation des ressources qu'on avait de façon habituelle et sur lesquelles il a fallu s'adapter. C'est bien ça le cœur de la crise. Et ça a donné cette courbe que vous connaissez tous pour l'avoir vue maintenant ad nauseam dans la presse, de nombre de patients Covid ou du taux d'occupation des lits de réanimation avec les plusieurs phases, la première, la deuxième, la troisième. Alors c'est les pourcentages de taux d'occupation, donc on est à 100%, ça veut dire que la réanimation est entièrement remplie par des patients Covid, donc 140, ce qu'il a fallu les trouver des lits supplémentaires, 140%, mais il faut compter qu'en plus il y a les patients habituels. Et donc quand il y a 140% de patients Covid, on est pas loin de 200% de taux d'occupation parce qu'il y a aussi les patients non Covid qui étaient là, surtout en troisième phase. C'était moins le cas en première phase. Alors je vous propose un petit voyage dans le temps en suivant cette courbe pour voir quelles sont les procédures d'adaptation, les difficultés qu'il y a eu au long de cette phase épidémique. Alors je commence par le pied de la courbe. Nous sommes à Angers, nous sommes plutôt dans l'ouest de la France. Nous avons vu la vague arriver, d'abord la Chine, puis ensuite l'Italie, puis ensuite l'est de la France. Et donc on a une phase de préparation qui était possible, avec un moment très intense de préparation, de back-office, où il a fait une revue des solutions, passer de 24 à 37 lits de réanimation lourde dans le service dans lequel je travaille, de 41 à 99 lits potentiels sur l'ensemble de mon hôpital. Avec des solutions, il a fallu aller chercher plein de choses. Donc vous voyez là des respirateurs que les pompiers nous ont passés. Alors c'est des respirateurs qu'on n'a pas utilisés parce qu'ils n'étaient pas adaptés à nos patients. C'est un travail très collaboratif avec des prises de décision au plus près de l'échelle de compétences qui était extrêmement intéressante. On a eu aussi des propositions totalement farfelues, avec par exemple des respirateurs artificiels créés sur des imprimantes 3D qui n'étaient absolument pas adaptés. Et puis dans le service de réanimation lui-même, les patients se sont vidés, on n'a pas compris pourquoi, on n'avait plus aucun patient usuel. Les Covid n'étaient pas encore là, donc c'est une photo du film des déserts des Tartares, mais ça n'a pas duré longtemps. Et quelques semaines après, voilà ce qu'on avait. Donc ça, c'est une des feuilles de transmission qu'on se passe tous les soirs quand l'équipe de garde prend la garde. Avec donc il y a 37 patients, donc on a des feuilles qui correspondent à chacune des unités. Et ce que vous pouvez voir, ce qui est impressionnant, c'est que tous les patients là ont le même diagnostic, SDRA sur pneumopathie à SARS-CoV-2, quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé avant, d'avoir 100% de notre réanimation avec des patients qui ont tous le même diagnostic. C'était quelque chose d'absolument incroyable de voir ça. On s'est transformé aussi avec ces photos que vous voyez, que vous avez vues partout dans la presse, avec ces habillements extrêmement lourds, des patients très complexes à prendre en charge. C'est un moment aussi de très grand enthousiasme parce que c'est quelque chose sur lequel ce genre de crise, ce genre de patient, quelque chose sur lequel on se préparait nous depuis longtemps, au moins dans la tête. C'est quelque chose qui était on est au cœur de notre métier, et on est au cœur de la réponse de la crise, c'était très valorisant. Et puis un soutien à la population extrêmement fort, donc c'est l'époque où on était applaudis, les soignants étaient applaudis tous les jours, on était des descendants d'enfants qui arrivaient tous les jours en réanimation, tous les restaurants nous abreuvaient de nourriture, alors déjà parce qu'ils ne pouvaient plus servir, mais pour nous remercier. J'ai jamais autant si bien mangé que pendant cette phase en réanimation. Donc voilà, une phase très intense, mais très, très exaltante, avec beaucoup de changements qui se sont faits dans l'enthousiasme. Alors un point important que je peux soulever et qui est vraiment dont j'ai pris conscience à ce moment-là, c'est que j'ai été travailler, donc certes dans mon CHU, donc ça c'est la photo à gauche, ça c'est en réanimation ici, mais j'ai été travailler plusieurs jours à l'hôpital Henri Mondor, c'est la photo de droite, pour les aider au moment où ils ont ouvert un nouveau bâtiment et des nouveaux lits de réanimation. J'ai également été travailler à le centre hospitalier de Laval, et j'ai été frappé par la culture commune qu'on avait tous, ce qui m'a permis, le premier jour, quand je suis arrivé à Raymond d'Or, une infirmière que j'avais jamais vue, je connaissais juste son prénom, parce que son badge était marqué sur sa blouse, son badge était là, de lui donner quelques ordres, finalement assez complexes en fait, mais qu'elle a immédiatement compris. On avait une communauté d'esprit, une communauté de pratique qui était là. Alors dans cette phase aiguë très adaptative, au niveau de la faculté, j'ai débarqué dans un amphithéâtre de deuxième année
le soir même du confinement annoncé par le président de la République pour dire qu'il fallait absolument qu'on organise la réponse des étudiants qui avaient des capacités, déjà des formes qui avaient été acquises qu'il va falloir user, et que j'avais besoin de 20 volontaires tout de suite pour tenir une cellule d'organisation de la réponse des étudiants qui s'est montée tout de suite. Donc vous voyez la mise en place sur la photo de gauche de la planification, la photo de droite, les étudiants qui ont immédiatement répondu présent. Alors, il n'y avait pas de masque à l'époque. C'est à l'époque où les masques n'étaient pas recommandés parce qu'il n'y avait pas de masque, en fait. Et puis, c'est une phase sur laquelle on s'est rendu compte, mais on le savait, que l'énergie inépuisable d'une faculté, c'était les étudiants, qu'on pouvait leur demander plein de choses, qu'ils le faisaient, et qu'ils le faisaient extrêmement bien. Par exemple, il y a mon directeur de département pharmacie, qui est mon vice-doyen, qui m'a dit « Mais tu sais, Nicolas, c'était le moment où il n'y avait plus de solution hydroalcoolique nulle part en France, ou en tout cas très peu, qui m'a dit, mais tu sais, nous, dans notre laboratoire d'enseignement, on a tout ce qu'il faut pour faire la solution hydroalcoolique, c'est pas très compliqué à faire, c'est notre expertise, on sait faire, on n'a pas les autorisations parce qu'on n'est pas un laboratoire de production industrielle, mais pour nous, techniquement, ça pose aucun problème. Je lui dis, mais on va pas attendre les autorisations, on va le faire, et on va le distribuer. Donc vous voyez, des étudiants à droite qui produisent des solutions hydroalcooliques avec des flacons qu'on a fait nous-mêmes. On a produit jusqu'à 400 litres par jour en mars. Et puis, on avait un système d'appel sur la plateforme que vous avez vue, où les personnes qui avaient besoin de solutions hydroalcooliques, les EHPAD, les hôpitaux, nous appelaient, les médecins, en disant on en a besoin, puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas à faire face à la demande. Et donc j'ai appelé, donc on a la chance d'avoir Cointreau et Giffard à côté à Angers, d'appeler ces producteurs d'alcool pour leur dire écoutez, on a un souci, on produit du solution alcoolique, mais on n'en produit pas assez, vous avez toute la technique, vous avez tous les instruments industriels pour le faire, nous on vous envoie les pharmaciens, et est-ce que vous pouvez faire du solution hydroalcoolique? Ils nous ont dit immédiatement oui, et on est passé à 30 000 litres par semaine. Alors le point amusant, c'est qu'on a eu l'autorisation de produire ce solution hydroalcoolique maison à la fin de la crise, en fait. Donc on a commencé sans aucune autorisation, et bon, je pense qu'on l'aurait... au départ, ils n'étaient pas tellement d'accord à l'Agence régionale de santé pour qu'on fasse ça. Et puis en revanche, voilà, tout le système de distribution qu'on a pu mettre en place. Alors pour les étudiants, c'était d'autres choses aussi. C'était la production de masques en très grande quantité, au départ avec des solutions dégradées, jusqu'à 7 800 masques par jour. C'est une photo que je vous ai déjà montrée. C'est une photo avec nos étudiants, en fait, en médecine, qui ont été recrutés, ceux qui étaient déjà passés en réanimation, pour aider dans les manipulations des patients, pour les mises en décuplus ventrale qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Donc là, il y a un médecin qui est à la tête, qui est responsable, et les étudiants qui étaient là pour participer avec une présence quasiment 24 heures sur 24. Donc, sur cette première phase, si je fais une petite synthèse des éléments principaux, c'était la phase de tous les possibles. On a déplacé énormément de limites. Je vous ai parlé de cette production de solutions hydroalcooliques sans autorisation. Certaines n'ont jamais été remises en cause, notamment tout ce qui touchait à la sécurité des soins. En réanimation, nous n'avons jamais dégradé nos procédures. Les circuits de décision ont été pris en boucle très courte à l'échelon local. Et un point qui était intéressant de noter, c'est que c'est une période dans laquelle, normalement, les prises de décision politiques et le côté administratif sont extrêmement connectés. On ne prend pas de décision sans être sûr que l'aspect administratif suit. Et là, il y a eu une période de déconnexion. Donc les décisions étaient prises alors que les circuits administratifs n'étaient pas en place. Donc par exemple, on avait dit aux étudiants, on a besoin de vous, on vous recrute, on pourra probablement vous payer, mais on ne sait pas comment. Donc venez, et ensuite on verra comment on fait pour vous payer pour le temps que vous passez à l'hôpital. Ces décisions se sont prises sur un petit nombre d'acteurs locaux, avec une réappropriation par des experts du terrain. Si on a évité les experts en expertise, c'est vraiment les gens qui étaient au cœur de leur métier qui prenaient les décisions. Néanmoins, ce circuit-là court, assez enthousiasmant, cette phase de tous les possibles, a été vécu par certains acteurs comme des décisions descendantes. Ceux qui n'étaient pas au cœur des décisions, et certains n'étaient pas au cœur des décisions, se sont retrouvés exclus. C'était finalement une phase assez clivante, avec des acteurs qui sont redevenus décisionnaires, ou qui étaient des effecteurs volontaires, c'est mes étudiants volontaires, les infirmiers qui sont portés volontaires pour y travailler en plus, les médecins très volontaires, et puis une partie des personnels qui étaient plus craintifs, et on peut tout à fait comprendre, ou qui ne voulaient pas participer, et qui se sont retrouvés un peu exclus. Ces comportements étaient en fait à l'avance parfaitement prévisibles, de savoir qui allait se
comporter comment. Et à la fois, ensuite, les conséquences ont été psychologiques et sociales ont été assez marquées. Ceux qui ont pu s'engager ont beaucoup mieux vécu que ceux qui étaient en retrait. Alors, ça a donné lieu également à ceux qui ont été en retrait, hein, l'ont mal vécu. On a eu des communications dans la presse négatives disant que les étudiants étaient épuisés. Et la presse était obligée de faire un correctif parce que d'autres étudiants ont dit mais pas du tout, c'est très bien ce qui se passe sur la faculté, donc il ne faut pas dire du mal de ce qu'on fait et qui est très bien. Donc voilà, une phase assez clivante. Je passe maintenant sur cette phase intermédiaire de plus calme, au moment où l'épidémie a baissé, c'est pendant l'été, sur lequel il y a eu un soulagement, sur lequel il y a eu de l'expectative parce qu'on ne savait pas ce qu'allait se passer. La deuxième phase était quand même attendue. C'était une phase de restructuration administrative où tout ce côté administratif qui avait été pas eu le temps d'être organisé a été remis en place. Et il a fallu organiser les rémunérations, il a fallu réorganiser les consignes. Donc ça a pris un coup de fil pour mobiliser 50 étudiants et ça a pris 3 mois, 4 mois pour organiser leur paye, retrouver tout ce qu'ils avaient fait. Et puis cette phase d'anticipation de la phase suivante, qui n'a pas été très bonne en fait. On a retrouvé des injonctions très structurées, très plan après plan, point après plan, voilà comment on fera, et qui étaient finalement très lourdes. Une décovidisation hésitante. C'est très simple de passer en mode Covid, de tout changer brutalement. Revenir à un mode plus normal a été très compliqué en fait. Et puis les vrais problèmes n'ont pas vraiment voulu être abordés, par exemple le problème des nombres d'infirmiers en réanimation qui était un vrai sujet permanent. Dans cette phase un peu de creux où les choses auraient pu être structurées de façon plus profonde pour la suite, les gens n'avaient plus du tout envie de entendre parler du Covid, n'avaient pas du tout envie de se préparer à une nouvelle phase, et donc c'est une phase un peu perdue. Et puis il y a des questions qui sont apparues. Donc ça, c'est une étude qui est sortie avec mes collègues de la Pitié, mais sur nos données des réanimations françaises, montrant la mortalité, le hazard ratio, donc le risque de mortalité entre les patients inclus précocement et ceux inclus de plus en plus tardivement dans l'épidémie, montrant que plus on avançait, moins on avait un risque de mourir, montrant qu'on avait amélioré nos procédures de soins, mais on avait quasiment diminué par 2 de mortalité sans pouvoir beaucoup l'expliquer. Mais c'est quand même quelque chose qui soulève des questions de se dire que sans trop savoir pourquoi, on est capable de diminuer par 2 une mortalité. C'est des phénomènes de tension qui s'accentuent. Donc en réanimation, il y a 2 disciplines qui font de la réanimation, les anesthésistes réanimateurs et puis les médecins intensivistes réanimateurs. C'est 2 formations différentes qui font de la réanimation. C'est probablement bien d'avoir 2 organisations différentes qui sont capables de réaliser des situations, de s'occuper de situations critiques. Mais comme à chaque fois où il y a 2 organisations qui produisent le même but, ne peuvent pas s'empêcher de finir par se pas s'entendre entre elles, et voire plus que pas s'entendre. C'est pareil entre la police et la gendarmerie, dans le monde militaire, entre le premier RPIMA et les commandos marines, entre Médecins du Monde et Médecins sans frontières. Voilà, on finit par se foutre sur la gueule. Donc ça, c'était la photo d'un journal des internes qui, de façon amusée, décrivait ça. Alors, c'est aussi d'autres questions. C'est au cœur de la prise en charge des patients Covid. En réanimation, il y a la mise sous ventilation artificielle qui passe par l'intubation, mettre un tuyau dans la trachée, endormir les patients, les mettre sous le respirateur. C'est une décision très lourde. Les patients qui sont en très grande détresse respiratoire, il faut absolument recourir à cette technique. Maintenant, il y a des patients sur lesquels on ne sait pas trop. Si on attend trop et qu'on le fait trop tard, c'est pas bon. Mais si on les met sous cette technique qui est très lourde, qui a beaucoup de conséquences, eh bien, on risque peut-être de les aggraver. On risque peut-être de prolonger l'hospitalisation, alors que si on avait juste laissé sous oxygène, finalement, ils auraient fait assez vite, assez bien. Et quand on regarde autour de cette décision d'intubation, vous pourriez croire, personnes qui ne sont pas dans la santé, que c'est quelque chose de très standardisé, très bien défini par des protocoles, qu'on sait exactement ce qu'on fait. En fait, pas du tout. Alors, pas du tout, je suis un peu extrême. Mais c'est une étude que j'avais menée, alors pas sur le Covid, mais sur d'autres types de patients, en regardant la décision d'intubation et de mise sous ventilation artificielle de patients, là pour une infection autre que du Covid, mais peu importe. On avait regardé, il y avait une très grande variation entre différents centres sur le pourcentage de patients qui allaient avoir cette technique. Et quand on modélisait les facteurs associés à cette technique, donc il y avait à peu près 50%, un peu plus de 40% qui étaient bien corrélés à la gravité du patient, 16% de la variation qui était attribuée à l'effet centre et 40% de la décision qu'on n'arrivait absolument pas à expliquer. Et donc on peut dire c'est
le variation entre médecins, c'est le hasard. Et donc au cœur même de comment on remplit les réanimations, il y avait un élément d'incertitude important, alors sur lequel on a progressé probablement depuis, mais au cœur même de ce qui remplissait les réanimations, il y avait des éléments d'incertitude. Alors, je reprends cette courbe-là pour dire que ce n'est pas celle des patients Covid, c'est celle de la fréquence d'intervention des médecins dans la média, ce qui devenait absolument épuisant et pas du tout, enfin, épuisant, agaçant pour un certain nombre de personnes. Alors maintenant, venons-en à la deuxième phase, troisième phase, qui pour nous en fait a été indissociable. On ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une deuxième phase, une troisième phase. On est remonté dans une phase Covid haute depuis le mois d'octobre. On a l'impression que ça ne s'est jamais arrêté. Alors depuis, on a appris des choses. Je vais montrer ces évolutions des techniques. Mais notamment, on a appris à soigner les patients différemment, en retardant le plus possible le moment où il y avait besoin de l'intubation. Et un certain nombre de patients ont pu y échapper comme ça, donc avec les techniques d'oxygène à très haut débit, ce que vous voyez sur ce patient, l'utilisation de corticoïdes, l'utilisation d'anticorps monoclonaux, le tocilizumab notamment, qui ont permis de changer les pratiques. On a vu aussi changer le comportement des équipes. Souvenez-vous de cette photo avec les personnes casquées, bottées, en tenue scaphandrier pour se protéger. Voilà, on a joué à se faire peur au début et probablement qu'on s'est habitué au risque maintenant, alors pas peut-être de façon excessive. Donc vous voyez une photo que j'ai prise la semaine dernière d'un de nos médecins dans une chambre. C'est un patient Covid, pareil, mais vous voyez que là, il porte juste un masque et sa blouse, il n'est plus du tout dans les mêmes tenues. Dans cette troisième phase, qui est continue, qui ne s'arrête pas, un phénomène marquant, c'est la disparition de l'enthousiasme qu'il y avait de la première phase. La disponibilité des masques, c'est une photo, quelque chose que j'ai créé là comme image de façon anecdotique, de façon humoristique, mais on a plus de problème logistique. La disponibilité des masques, des médicaments, de réanimation, des lits, c'est plus un problème. On l'a réglé. En revanche, l'enthousiasme des équipes, c'est c'est vraiment effondré. Et l'enthousiasme de tout le monde. Au point qu'on arrive à des choses qui sont vraiment critiques. Là, c'est une photo de mon service. C'est les infirmières les infirmiers qui jouent un rôle extraordinaire depuis le début, qui ont tenu le système et qui, là, sur des décisions de réorganisation des soins imposées par la direction, se sont mis en grève il y a 15 jours. J'aurais jamais imaginé, connaissant mon service, connaissant le degré de relations très fortes qu'on avait, de construction ensemble, des protocoles de soins, des fréquences d'échange qu'on avait, de vraiment un service où on était tous extrêmement heureux de travailler. J'aurais jamais imaginé voir ça dans mon service. Alors, je ne suis pas le chef de service, mais à quel point ça nous rend tous malheureux de voir cette situation de tension. Ce qui est marquant aussi, et ce qui est révélateur de la crise, c'est les failles managériales du système. Alors, ça, c'est pas chez nous, c'est à Paris, mais il y a un certain nombre de réanimations dans lequel donc les internes sont des jeunes médecins en formation, mais néanmoins déjà extrêmement actifs. Dans le monde de la marine, s'il y a des marins qui nous écoutent, ce serait l'équivalent d'enseignes de vaisseaux de première ou deuxième classe, donc encore en formation supervisée, mais c'est eux qui tiennent un certain nombre de choses. Et ils changent tous les 6 mois de stage, et il s'est trouvé que le dernier changement était au mois de mai. Et il y a un certain nombre de réanimations parisiennes qui se retrouvées quasiment sans interne, parce qu'au choix de stage, ces réanimations n'avaient pas été choisies. Et ça révèle plusieurs choses. D'une part, l'incapacité du système à anticiper que les internes étaient une main-d'œuvre critique dans les réanimations et qu'il fallait absolument sécuriser la place, le choix de ces internes dans ces réanimations. Les réanimations qui se retrouvent passées de 9 à 2 internes. Donc c'est comme si on divisait par 2 le nombre de médecins dans le service. C'est absolument terrible de se rendre compte qu'à la pointe de la crise, il y a des réanimations qui sont maintenant avec beaucoup moins de médecins et qui vont avoir beaucoup de mal à tourner. Donc ça réveille ces défauts d'organisation structurelle et ça réveille aussi le fait que les internes n'ont plus voulu aller dans ces endroits. Alors pour plein de raisons, alors très souvent vous allez lire dans la presse, c'est parce qu'il y a une quantité de travail qui était trop importante. Alors travailler 60-80 heures par semaine, dans les services de réanimation, c'est usuel. Et les internes disent non, c'est pas ça. Oui, on a beaucoup travaillé, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est des services dans lesquels, avec la crise, avec les tensions, on n'a pas été bien encadré, on n'a pas été accompagné par les médecins seniors. Et puis un certain nombre de points pratiques qui sont absolument catastrophiques. Quand ils ont demandé d'avoir le chauffage dans leur bureau
En hiver, on leur dit ben non, mais c'est pas prioritaire. On demandait d'avoir des lits qui étaient faits dans leur chambre de garde, on leur dit c'est pas prioritaire. Et donc ça a révélé en fait cette crise, tout un état de faille managériale qui tenait plus ou moins avant, et qu'on rajoute de la tension dans le système, ça pardonne pas. Ce qui marchait pas bien, ça ne marche plus du tout quand on est en plein dans la crise. Et donc, si je fais un peu la synthèse de l'ensemble du système tel qu'il a pu évoluer, il y a eu une adaptabilité remarquable des structures. On est passé d'un système dont on adaptait les patients qu'on prenait aux moyens dont on avait, à tout d'un coup un système qui a basculé on a adapté le système au nombre de patients qui arrivaient. Et on a toujours pu répondre. Donc les structures se sont parfaitement adaptées, avec une adaptation des structures logistiques, une adaptation des protocoles de soins, un engagement des équipes qui ne s'est jamais arrêté. Maintenant, et tout ça en plus lors des deuxième, troisième phases, avec un retour des patients non Covid qui avaient complètement disparu lors de la première phase. Maintenant, tout ça s'est fait avec maintenant une lassitude des équipes extrêmement marquée, une fatigue, une monotonie, c'est-à-dire que soigner des patients Covid, c'est toujours la même chose. Donc, il y a moins le challenge quotidien de patients qui ont des pathologies très différentes, où il faut beaucoup réfléchir, où il faut faire des choses très différentes tous les jours, qui était le lot des réanimations. Là, c'est très protocolisé, c'est toujours la même chose. Des tensions qui se sont massivement exacerbées dans les endroits sur lesquels il y avait déjà des tensions préalables. Les failles de leadership ont été sont apparues au grand jour. Et puis, il y a une méfiance qui s'est installée. Autant je vous ai parlé des premières phrases où on demandait qui est volontaire pour aller faire telle mission, et on avait 20 mains qui se levaient immédiatement, sans demander ce qu'il allait voir en échange. Ou maintenant, quand il y a une mission à faire, c'est vrai pour les équipes, c'est vrai pour les étudiants, qu'on leur dit il faudra aller faire ça. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai en échange? Qu'est-ce que vous me donnez? Comment ça va impacter? Comment vous organisez ça dans mes études? Combien je vais gagner? C'est quoi le temps de travail? Donc, on a repassé dans un mode très administratif de l'organisation. Et je dirais que ce qui est beaucoup à l'origine de cette tension, alors les failles de leadership et de management, elles étaient là avant. Mais ce qui était beaucoup dans la lassitude, c'est le manque de réalisme devant la persistance attendue de la crise. C'est toujours pareil. Si on relit Thucydide, la guerre du Péloponnèse, tout le monde était persuadé que la guerre du Péloponnèse allait durer 6 mois entre Athènes et Sparte. Les deux étaient convaincus qu'ils allaient, au bout de 6 mois, le problème était réglé. Ça a duré 30 ans. Et donc, partant de là, quand le seul soutien effectif au moral des troupes, c'était de dire « mais c'est bientôt fini », et qu'en fait le « bientôt fini » est faux, eh bien le moral des troupes, à un moment, il s'effondre. Et je dirais qu'un des problèmes majeurs du système de santé, c'est qu'il a été ajusté pendant des années en vue de l'efficience. Pour être le plus rentable possible, je n'ai pas de notion péjorative par rapport à ça, mais pour être le plus efficient possible. Et quand on passe brutalement à un mode où c'est la résilience qui est important, l'adaptation à la crise, et ben le mode de fonctionnement tourné vers l'efficience, il est plus adapté. Et quand un système, il est capable de s'organiser sur plein de choses, mais là où il y a une faille, où je pense qu'il n'a pas été bien capable de s'organiser, c'est de prendre en compte les besoins moraux des personnes, les besoins moraux des troupes pour qu'ils aient l'énergie pour continuer à se battre, et que le manque de réalisme pour annoncer vraiment ce qui va se passer, le manque de soutien du quotidien, quand le soutien c'est ça va bientôt être fini, et que, en fait c'est pas vrai, finalement ça tend beaucoup les choses. J'ai fini l'essentiel de ma présentation, et je voulais vraiment terminer par cette photo qui est la photo de tous mes collègues de réanimation, tous les autres médecins. J'aurais voulu mettre une photo de tous les infirmiers, de tous les aides-soignants, de tous les secrétaires, de tous les étudiants, parce que c'est aussi sur eux que le quotidien repose, et repose en premier, d'ailleurs. Mais voilà, je n'ai pas la photo sous la main, mais j'ai la photo de mes collègues que je voulais mettre en avant dans cette présentation. Alors, je voulais conclure là cette première partie. Alors, on m'a demandé de parler un tout petit peu du travail que je faisais avec l'équipe, avec la chaire Résilience et Leadership.
Donc, est-ce que je passe maintenant tout de suite à ça, professeur Honoré? Oui, 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 allez-y. Donc, alors, on passe complètement à autre chose, enfin pas complètement à autre chose, mais donc ça fait un an et demi, 2 ans, je crois, que je suis en contact avec donc les membres de la chaire Résilience et Leadership, donc qui connaissaient pas ou peu le monde de la santé, et donc c'est lors de mes passages à l'école navale dans le cadre de la réserve citoyenne que j'ai discuté avec eux, j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai dit mais c'est passionnant ce que vous faites, et dans le monde de la santé, on a exactement les mêmes problématiques que sur les passerelles du pont d'un bateau, c'est ce que je vous ai montré sur la diapositive initiale. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, moi, enfin, vraiment, je serais très content de vous ouvrir les portes de la réanimation, les portes de la faculté, les portes pour qu'on travaille sur ces notions de leadership, de résilience, et notamment dans le contexte de la prise de décision en contexte d'urgence. Et pour vous dire, là où cette réflexion s'incarne, c'est que je vous dis, j'ai été travailler à l'hôpital Henri-Mondor. L'hôpital Henri-Mondor a ouvert du jour au lendemain une réanimation supplémentaire de 40 lits. Et donc, il a fallu trouver des ressources pour créer 40 lits supplémentaires. Alors, ils ont fait appel à des médecins, des infirmiers de toute la France, et donc moi j'y étais pendant plusieurs jours. Et puis, pour rentrer dans ces réanimations, en fait, il y a eu 2 modèles qui se sont créés de réanimation. Une modèle dit, alors on ne va pas détailler les petits, un modèle dit extension, c'est-à-dire que les médecins de la réanimation d'Henri-Mondor qui travaillaient habituellement ont été travailler dans cette nouvelle réanimation, et des médecins du reste de la France ont dû renforcer des équipes, versus une autre structure qui était réanimation de novo, où là, c'est que les médecins de toute la France qui sont venus créer cette réanimation sans avoir d'import des médecins de l'hôpital in situ. Donc on avait 2 modèles au sein des mêmes bâtiments, donc c'est un modèle incroyable à étudier. Alors la mortalité entre les deux a été assez différente. C'est très difficile de raisonner sur ces chiffres, ce n'est pas des grands noms, il faut beaucoup de prudence, mais il y a matière à réflexion de se dire comment est-ce qu'on se projette dans la capacité à travailler ensemble immédiatement dans une crise, dans un système de contrainte de temps, de surcharge d'informations, de décisions irréversibles. Il y a une partie de la réponse qui tient aux compétences spécifiques du champ disciplinaire, qui tient à l'expertise qu'on apporte, qu'on crée quelque chose, mais aussi la capacité d'interaction en équipe avec cette notion de groupe, et le rôle d'un leader expérimenté, le rôle de la diversité professionnelle, la culture locale, et comment tout ça se combine quand on crée quelque chose de nouveau. Et donc on a choisi de travailler tous ensemble, donc dans le cadre de la chaire Résilience et Leadership, avec les personnes de ma réanimation, avec les personnes de la faculté, avec Lara Poitrin qui est doctorante, là, qui est parmi nous et que je salue, avec Dominique Martin, Sophie Lebris qui est organisateur du congrès, sur le partage du leadership dans les équipes médicales en situation d'urgence, avec, alors je ne vais pas aborder tous les aspects conceptuels, mais comment est-ce que le leadership en conditions dynamiques, va se partager, va se distribuer en fonction de la typologie de l'équipe. Est-ce que c'est des gens plus expérimentés, moins expérimentés, qui viennent de cultures différentes ou pas? Et tout ça étant... Alors c'est difficile à faire dans une réanimation, mais de réaliser ça au sein de notre centre de simulation qui s'appelle AllSims, qui est commun au CHU Université d'Angers. Donc voilà la photo de notre centre de simulation. Il va être encore plus beau maintenant parce qu'il est en travaux de réhabilitation complète, mais on recrée complètement une chambre de réanimation. Donc là, vous pouvez croire que c'est un patient, un univers de réanimation. Pas du tout. Là, c'est un centre de simulation. Et donc, il permet de reproduire des scénarios, qui permet de se poser plein de questions et de les tester in situ. Alors, ça sert à entraîner les équipes, hein, mais ça permet dans ce modèle d'étude de tester des hypothèses. Et donc là, une première question, c'était d'évaluer comment va se redistribuer le leadership en situation dynamique sur un scénario classique de temps court, de temps très urgent chez nous, typiquement l'arrêt cardiaque, avec une équipe, un médecin, un interne, un infirmier, un étudiant, un aide-soignant, en faisant rentrer un élément perturbateur, par exemple l'entrée d'un membre de la famille, hein, c'est quelque chose de, alors pas dans une réanimation, mais qui est tout à fait plausible lors d'une intervention du SAMU, par exemple, ou dans la pièce d'un appartement, la famille peut rentrer, et d'étudier comment se réorganisent les équipes. Donc, on est au premier stade de travailler sur l'outil d'évaluation de la distribution du leadership. Voilà, on est parti pour plusieurs dizaines d'années de travail, peut-être pas, mais au moins 3 ans de travail avec Lara Poitrin dans le cadre de sa thèse de sciences. Mais voilà, en tout cas, c'est dans le cadre de toute cette réflexion quelque chose d'extrêmement enthousiasmant sur la mise en place de la réflexion du leadership et de la résilience. Voilà, j'ai pris 5 minutes de plus, j'espère que c'était pas trop long. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup fait penser, je me permets une réflexion à les travaux d'Amy Edmondson qui ont été cités tout à l'heure et qui mettaient en évidence que dans ces situations d'urgence extrêmement complexes, une des clés pour le leader était la modestie et le fait qu'il soit clair comme de l'eau de roche, crystal clear, qu'il ne sait pas et qu'il n'a pas la solution, mais que ses équipes ont la solution et donc son rôle moteur étant de faire émerger la solution dans la discussion productive. Avant de passer la parole à l'intervenant suivant, je voudrais vraiment vous remercier pour votre intervention tout à fait passionnante. Et avant de passer la parole à l'intervenant suivant, je voudrais également remercier les auditeurs des Journées internationales de la qualité hospitalière et en santé qui ont rejoint la séance et donc qui nous écoutent, qui ont été invités par leur partenaire BFM et donc qui assistent à cet après-midi.